Alors, je vous présente Clara Morel. Clara Morel est chercheuse au CEREG, donc laboratoire de géochimie et cosmochimie qui se trouve à Aix-en-Provence, à l'université d'Aix-en-Provence. Pour ce qui concerne les météorites, est particulièrement connue pour les études du magnétisme des météorites. Donc Clara a un parcours intéressant. Donc elle a fait une école d'ingénieur à Toulouse. Dans cette école d'ingénieur, elle est venue à Nice d'ailleurs pour travailler dans notre équipe avec Patrick Michel pour son stage. Puis elle est partie faire son doctorat au Massachusetts Institute of Technology à Boston, le fameux MIT, où elle a travaillé avec Ben Weiss, qui est la personne qui a vraiment élevé la science du paléomagnétisme dans les météorites. Donc, elle est devenue une grande experte du paléomagnétisme. Elle est donc rentrée en France après sa thèse comme postdoc au CEREG, donc à Aix-en-Provence, le laboratoire qui s'occupait aussi des magnétismes. Et après quelques années de postdoc, elle a été recrutée au CNRS. Et donc, voilà, plutôt que parler moi du paléomagnétisme, autant faire parler la grande experte. Donc Clara, en plus, je la remercie d'être venue, jeune maman, donc elle vient de terminer son congé de maternité, donc une raison de plus pour la remercier pour son effort pour être ici et nous parler de ces mesures du champ magnétique dans les météorites qui nous révèlent vraiment des choses sensationnelles. Donc Clara, à toi. Bonsoir à tous. C'est un véritable honneur pour moi d'être ici ce soir. Et je suis très reconnaissante au professeur Morbidelli de m'avoir invité à vous faire un petit état de l'art de la recherche que je conduis. Donc, ce soir, nous allons parler de météorites, évidemment, mais en particulier, nous allons parler de leur mémoire magnétique, c'est-à-dire la mémoire qu'elles ont des champs magnétiques dans lesquels elles ont baigné depuis leur formation. Et nous allons voir ce que cette mémoire peut nous apprendre des processus de formation planétaire et des premiers millions d'années de notre système solaire. Donc, comme je vais parler beaucoup de champs magnétiques dans cette présentation, il est bon de se rappeler qu'il s'agit d'un champ vectoriel qui se révèle avec des forces exercées à la fois par et sur des particules chargées et certains matériaux. C'est surtout cette dernière partie qui va nous intéresser. Il est par exemple facile de révéler un champ magnétique généré par un aimant en saupoudrant de la poudre de fer dessus, puisque le fer est sensible aux champs magnétiques. En astronomie, on observe des champs magnétiques à toutes les échelles. Par exemple, on les observe à l'échelle des galaxies, à l'échelle des nuages moléculaires, qui sont les pouponnières d'étoiles, autour et dans les disques protoplanétaires qui se forment autour d'étoiles naissantes et autour de certaines planètes et certains satellites. L'omniprésence des champs magnétiques à toutes les échelles astronomiques suggère que ces champs jouent un rôle fondamental dans la formation et l'évolution de toutes ces structures. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette série de cours, on va se concentrer sur les champs autour et dans les disques protoplanétaires et ceux qui peuvent être générés par les corps planétaires. Donc il y en a sûrement parmi vous qui ont suivi les cours du professeur Morbidelli sur la formation des disques protoplanétaires et qui se souviennent peut-être que des champs magnétiques existent dans les disques et en particulier qu'ils ont une composante qui traverse les disques à la verticale. Comme le gaz dans les disques est partiellement et faiblement ionisé, il peut se créer un couplage entre le champ magnétique et le gaz qui a notamment pour conséquence d'extraire une partie du gaz du disque. Cela résultant de l'extraction de moments angulaires du disque et cela entretient l'accrétion du matériel dans l'étoile et cela peut aussi créer des différentiels de pression dans le disque lorsqu'on extrait du gaz. Tout cela résulte en deux choses, la mobilisation des poussières dans le disque et leur potentielle accumulation dans des zones de surdensité qui correspondent au maxima de pression. Et ces deux aspects, si vous vous souvenez de cette série de cours sur la formation des premiers corps dans les disques protoplanétaires, sont deux prérequis pour pouvoir former des objets kilométriques à partir de poussière. Donc, simplement pour vous illustrer ça et sans rentrer dans le détail, j'ai emprunté cette figure qui est le résultat d'une simulation par Riols et Le sur 2020, où vous voyez où vous avez une illustration de l'anticorrélation entre la concentration des lignes de champ
magnétiques que vous avez en blanc, et les zones de surdensité de matière qui sont plus en rouge foncé dans le plan médian du disque, et ce, entre 10 et 50 unités astronomiques pour cette simulation-là. Alors, il y a de plus en plus de modèles sophistiqués comme celui-ci qui nous indiquent donc que les champs magnétiques pourraient créer les conditions favorables à la formation des planétésimaux kilométriques. Mais ce que ces modèles nous disent aussi, c'est que les effets de ces champs magnétiques sont vraiment dépendants de leur intensité, de la longévité de ces champs et potentiellement de leur variation radiale. Par exemple, dans cette simulation, on peut se demander légitimement que se passe-t-il en deçà de 10 unités astronomiques. Donc pour ces trois paramètres, il est essentiel que nous obtenions des données empiriques afin de pouvoir tester les prédictions des modèles et les faire progresser. Pour obtenir ces données, on a deux possibilités. La première, c'est de se tourner vers les systèmes extrasolaires, car il est parfois possible de mesurer indirectement des champs magnétiques dans des disques extrasolaires, notamment grâce au radiotélescope allemand. Cependant, avec la technologie actuelle, on n'est pour l'instant capable que de mettre une limite haute sur l'intensité des champs magnétiques dans un plan médian de disque, on va dire classique, donc avec un champ magnétique relativement faible, et ce, à des distances d'une cinquantaine d'unités astronomiques, donc pas forcément là où la formation des planétésimaux pourrait avoir lieu, en tout cas dans un système plus ou moins comme notre système solaire. De plus, lorsque vous regardez un système extrasolaire, eh bien vous voyez un instant T de son évolution, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé 100 000 ans avant ou 100 000 ans après. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est se tourner vers notre propre disque protoplanétaire, qui a évidemment aujourd'hui disparu, mais dont les météorites sont les témoins. Et comme on va le voir tout au cours de cette présentation, les météorites peuvent préserver un enregistrement, une mémoire de l'intensité des champs magnétiques qui existaient dans le disque protoplanétaire du Soleil. Et comme on est capable de dater avec précision différents événements qui se sont produits sur la météorite et que l'on sait à peu près déterminer la provenance de la météorite dans le disque, eh bien, on peut contraindre ces trois paramètres avec une précision bien supérieure, pour l'instant du moins, aux observations astronomiques. Un deuxième type de champ magnétique dont je vous ai parlé dans l'introduction, c'est celui qui est généré par certaines planètes et satellites que l'on voit dans notre système solaire, par ce qu'on appelle un effet dynamo. Alors, dans le cas d'un objet différencié, vous avez vu dans le cours précédent que un objet différencié, c'est un objet qui a chauffé, fondu et dont le métal s'est séparé des silicates et a formé un noyau. Donc, dans le cas d'un objet différencié, comme la Terre par exemple, c'est la convection du noyau métallique liquide qui amplifie et entretient le champ magnétique de la Terre. Alors, vous l'avez vu également dans les cours précédents, on sait que certains planétésimaux étaient différenciés et possédaient des noyaux métalliques liquides, puisque nous en avons des morceaux sur Terre qui sont les météorites de fer. Il est donc légitime de se demander si un planétésimal, à l'image de la Terre, a pu aussi générer un champ magnétique. Alors, ça a son importance au-delà de la question même, puisque la génération, pour qu'un corps soit capable de générer un champ magnétique, eh bien, il faut un certain nombre de paramètres physiques particuliers. Et en particulier, il faut que l'objet soit suffisamment grand. Donc, ça nous donne une contrainte. Connaître si un planétésimal, un corps parent de météorite, a généré un champ, nous donne une contrainte sur la taille minimale de l'objet. Elle nous donne une contrainte sur la durée de son refroidissement. Pour générer un champ, il faut qu'il y ait un noyau métallique, liquide, donc encore chaud. Et comme on va le voir vers la fin de la présentation, cela nous donne aussi des contraintes sur la structure interne des objets et donc des indications sur leur processus d'accrétion. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par vous faire une introduction à la discipline du paléomagnétisme, qui est donc la discipline qui s'intéresse à la mémoire magnétique des roches et aux champs magnétiques disparus. Et ce, pour que, par la suite, je puisse vous montrer de vraies données et que vous sachiez un peu comment est-ce qu'on les acquiert et comment est-ce qu'on les analyse.
Ensuite, on se concentrera sur le champ magnétique de la nébuleuse solaire, puis sur l'activité magnétique des planétésimaux. Alors, ce que depuis le début de cette présentation j'appelle mémoire magnétique d'une roche s'appelle en fait son aimantation. Et il faut 3 ingrédients pour qu'une roche acquiert une aimantation. La première, c'est qu'il faut un champ magnétique ambiant. Donc ça peut être le champ magnétique de la nébuleuse solaire, ça peut être le champ magnétique généré par le corps parent à laquelle la météorite a été exposée. Il faut ensuite des minéraux magnétiques. Dans les météorites, les principaux minéraux magnétiques que l'on trouve sont des alliages de fer-nickel, de la magnétite, qui est de l'oxyde de fer, et de la pyrrhotite, qui est du sulfure de fer. Et le troisième ingrédient, c'est qu'il faut que ces minéraux soient dans des bonnes conditions de température et de taille de grain pour avoir des propriétés que l'on appelle ferromagnétiques. Et je vais vous illustrer ça tout de suite avec un schéma. Un minéral magnétique, en gros, est caractérisé par son moment magnétique, que vous pouvez imaginer être l'aiguille d'une boussole. Lorsque le minéral est porté à haute température, par exemple lorsque la météorite va être chauffée sur son corps parent, les moments magnétiques des minéraux ferromagnétiques sont libres de s'aligner avec tout champ ambiant. Si le champ venait à changer de direction, alors les moments magnétiques s'aligneraient à nouveau avec la nouvelle direction du champ. Cependant, une des propriétés des minéraux ferromagnétiques, c'est que lorsqu'ils refroidissent en dessous d'une température que l'on dit température de blocage, leurs moments magnétiques vont rester figés dans la direction dans laquelle ils étaient juste avant de passer cette température. Et ce, même si le champ ambiant disparaît. On se retrouve donc à la fin du refroidissement avec une collection de moments magnétiques plus ou moins alignés de la même façon dans la roche, qui forme une aimantation totale de la roche qui est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique qui l'a créé au départ. Alors, si votre roche est composée de minéraux qui ont des propriétés magnétiques très homogènes, si vous réchauffez la roche, vous allez faire disparaître l'aimantation à une température que l'on dit de déblocage, qui est plus ou moins la même que celle de la température de blocage. C'est ce que je vous montre avec ce schéma, où vous avez la valeur de l'aimantation avec la température qui augmente et l'aimantation qui tombe à 0 ensuite. Alors, ça, c'est dans un cas idéal, mais dans les roches, évidemment, on a des systèmes beaucoup plus complexes, on a différentes tailles de grains, on a différents minéraux, différentes compositions chimiques. Et donc, les spectres de désaimantation vont souvent ressembler à plutôt ceci, c'est-à-dire qu'on va avoir des minéraux qui vont débloquer à des températures plus basses que les températures maximales théoriques de déblocage du minéral. Ça veut aussi dire que si une roche est portée à une température inférieure à la température maximale de blocage, il est possible qu'elle s'aimante partiellement, puisque certains minéraux auront déjà dépassé leur température de blocage. Les choses ne s'arrêtent pas là. Vous imaginez que si une roche a été exposée à un champ magnétique dans les tout premiers millions d'années de son histoire, par exemple si elle est baignée dans le champ magnétique du disque du Soleil, elle a vraisemblablement rencontré d'autres champs magnétiques dans les 4,5 milliards d'années qui ont suivi, ne serait-ce que le fait qu'elle est baignée dans le champ magnétique de la Terre lorsqu'elle est tombée et est arrivée sur Terre. Et ça peut affecter une partie de l'aimantation de la météorite. Alors, peut-être que la roche a été un peu réchauffée et donc que les minéraux qui ont débloqué à faible température se sont réalignés s'il y avait un champ ambiant, ou plus simplement, certains minéraux, s'ils sont exposés à des champs magnétiques plus ou moins forts, vont naturellement perdre leur orientation de moment magnétique et se réaligner avec le nouveau champ auquel ils sont exposés. Et ce, même s'ils sont en dessous de leur température de blocage. Donc clairement, ces minéraux ne nous intéressent pas du tout, car ils sont incapables de préserver pour des milliards d'années un enregistrement magnétique. Alors, ce avec quoi on se retrouve, nous, avec nos météorites en laboratoire, c'est une roche avec une aimantation totale, qui est la somme de son aimantation primaire, la plus ancienne, celle qui a potentiellement été acquise dans les premiers temps du système solaire, et la somme de toutes les aimantations secondaires
que la météorite a pu acquérir par la suite. Et tout l'art du paléomagnétisme, c'est de déconvoluer ce signal pour ne s'intéresser qu'à la composante primaire, la plus ancienne, celle qui va nous révéler des informations sur les champs magnétiques primitifs du système solaire. Alors comment est-ce qu'on fait cette déconvolution? Eh bien, on va pour cela désaimanter la roche graduellement. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que tous les minéraux qui portent l'aimantation secondaire ont par définition été plus faciles à réaimanter que les minéraux qui portent l'aimantation primaire. Ils vont donc être aussi plus faciles à désaimanter. Donc si on désaimante graduellement la roche, par exemple en la chauffant à des températures de plus en plus élevées, on va commencer par supprimer la composante secondaire avant d'obtenir la composante primaire. Je vais vous illustrer ça avec ce schéma qui est un graphe que vous allez voir par la suite pour de vraies données, très classique en paléomagnétisme, où vous avez la projection du vecteur aimantation sur un axe XY. Lorsqu'on va graduellement augmenter les paliers de désaimantation, par exemple en augmentant graduellement la température, on va commencer à effacer la composante secondaire. Celle-ci va former une ligne droite sur ce graphe, la ligne droite sur ce graphe indiquant simplement une direction d'aimantation cohérente dans la roche. Puis, lorsqu'on va avoir effacé toutes les composantes secondaires, on va commencer à désaimanter la composante primaire, qui n'a aucune raison d'être dans la même direction que la composante secondaire, et qui va, elle, sur ce graphe, tendre en ligne droite vers 0, puisqu'une fois qu'on a effacé la composante primaire, il ne reste plus grand-chose à effacer dans la roche. Donc, ce qu'on va rechercher dans nos données, quand on va désaimanter une roche, c'est vraiment des points, des paliers de désaimantation qui vont former une ligne droite et arriver à l'origine de ce graphe de projection. Ensuite, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de relier ces données de désaimantation à l'intensité du champ magnétique qui a permis à la roche d'acquérir cette aimantation, puisque, in fine, c'est ce qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on réaimante la roche en laboratoire, on lui donne une nouvelle aimantation que l'on connaît, aimantation de laboratoire, que l'on va désaimanter à nouveau de la même façon qu'on a désaimanté l'aimantation naturelle. Et lorsqu'on trace les paliers de désaimantation de l'aimantation naturelle versus l'aimantation de laboratoire, on peut utiliser des lois empiriques, et nous développons encore toujours des lois empiriques, qui relient la pente de cette droite sur la composante primaire à l'intensité du champ magnétique ancien. Donc c'est comme ça qu'à partir de données brutes obtenues sur la roche, on obtient une estimation d'un champ magnétique qui a disparu potentiellement depuis 4,5 milliards d'années. Voilà, maintenant que vous avez une petite idée de à quoi ressemblent nos données et comment on les analyse, je vous propose de nous plonger dans les vraies données et de commencer par un tour d'horizon de ce que nous savons du champ magnétique de la nébuleuse solaire. Alors, notre objectif, c'est de peupler un espace des paramètres à 3 dimensions avec l'intensité du champ magnétique qui régnait dans le disque, en fonction de la distance radiale au Soleil et du temps après la formation des CAI. Donc, pour rappel, les CAI, premiers objets à condenser dans le système solaire. Pour pouvoir peupler au mieux ce graphe et obtenir les meilleures contraintes possibles à fournir au modèle, il faut quand même bien choisir les échantillons que l'on veut étudier. Et en particulier, bien les choisir pour la période à laquelle ils ont acquis leur aimantation et la distance au Soleil à laquelle ils ont acquis leur aimantation. Si on commence par la période à laquelle ils ont acquis leur aimantation, on va pouvoir utiliser la datation isotopique pour nous dire quand est-ce que cela a pu se produire. Et les systèmes isotopiques que nous allons utiliser vont dépendre du type d'aimantation que la roche a acquise. Et en gros, dans les météorites, il y a 2 grands types d'aimantation. Il y a celui par refroidissement, dont je vous ai parlé dans le paragraphe sur le paléomagnétisme. Celui-ci s'applique notamment aux composants des météorites, qui sont les CAI et les chondres, lors de leur refroidissement initial dans le disque.
Et cela s'applique également aux météorites qui ont subi ce que l'on appelle du métamorphisme thermique sur leur corps parent, donc qui ont chauffé, potentiellement fondu sur leur corps parent, comme les achondrites, et qui ont pu refroidir au cours des premiers millions, plusieurs dizaines de millions d'années après les CIE. On parle dans ce cas d'une aimantation thermorémanente, c'est-à-dire par refroidissement. Il y a également des météorites qui n'ont pas ou presque pas chauffé sur leur corps parent et qui ont plutôt subi ce qui vous a été introduit dans le cours précédent, de l'altération aqueuse, c'est-à-dire une interaction avec des fluides sur le corps parent qui a résulté en la formation de minéraux magnétiques. Ces minéraux magnétiques se sont formés très petits, puis ont augmenté en volume et ont passé un volume critique au-delà duquel ils sont devenus ferromagnétiques et ont enregistré aussi le champ magnétique ambiant s'il y en avait un. On peut dater les produits de l'altération aqueuse, comme les carbonates par exemple, et ça nous donne une estimation de quand est-ce que l'aimantation par altération aqueuse pourrait avoir été acquise. Et la plupart des études montrent que cela a lieu au cours des premiers millions d'années du système solaire. Pour ce qui est de la distance radiale au Soleil, on n'est pas capable de dire avec précision, une précision extrême, d'où viennent les météorites dans le disque. Néanmoins, on est capable quand même de dire que ces météorites viennent plutôt de la nébuleuse interne, par exemple pour les chondrites ordinaires, ou la nébuleuse externe ou au-delà pour les chondrites carbonées. Donc ce que je vous propose pour cette présentation, c'est de nous concentrer sur les données que nous avons pour la nébuleuse interne, donc tout ce qui s'est passé entre 1 et 3 unités astronomiques. Et ici, je vous trace toutes les estimations de champs magnétiques qui ont été proposées dans la littérature depuis une petite dizaine d'années. Elles ont été obtenues sur des météorites entières ou alors sur des composants de météorites qui sont les chondres et les CAI. Je vous propose de nous concentrer sur 3 études qui couvrent les 4 premiers millions d'années après la formation des CAI. Et on va commencer par une météorite qui vous a été introduite dans le cours précédent, qui est assez exceptionnelle, on va le voir, qui est la chondrite non groupée Hershey 002. Non groupée, puisque on n'a pas trouvé d'autres météorites similaires à celle-ci encore dans notre collection. Alors, la raison pour laquelle Hershey 002 est assez exceptionnelle, c'est tout simplement qu'il s'agit de la plus vieille roche volcanique du système solaire qu'on ait jamais trouvée. Alors, quand on fait du caillou, comme on dit, pour moi, et qu'on se trouve avec un caillou comme ça dans les mains, je vous assure que ça vous fait quand même un petit quelque chose. En effet, ce qui a été montré, c'est que la roche Hershey a solidifié seulement autour de 2 millions d'années après la formation des CAI. Du fait qu'il s'agit d'une roche volcanique qui a refroidi rapidement sur son corps parent, eh bien, les grains magnétiques qu'elle contient, qui sont des grains de fer, sont restés très petits, n'ont pas eu le temps de grossir lors du refroidissement qui aurait été plus lent. Et on sait que ces grains de fer qui sont en dessous du micron sont d'excellents enregistreurs magnétiques. Donc, ça faisait d'Hershey une très bonne candidate pour avoir potentiellement enregistré le champ qui existait, s'il y en avait un, lorsqu'elle a refroidi. Et également, il est intéressant de noter que nous avons eu la chance de trouver plusieurs spécimens qui étaient exempts de contamination magnétique par quelqu'un qui aurait collé un aimant sur la météorite, ce que les gens adorent faire pour voir si c'est une météorite et qui pour nous est complètement rédhibitoire parce que 4,5 milliards d'années d'histoire magnétique effacées en un petit coup d'aimant. Donc, heureusement, toutes les pierres d'Hershey n'avaient pas été réaimantées et on a pu effectuer nos expériences de désaimantation qui se sont produites comme ceci. Alors, vous reconnaissez le graphe, cette fois-ci c'est des vraies données. Vous avez 2 courbes parce que l'aimantation est un vecteur et donc on le projette sur 2 plans différents pour l'étudier complètement. Donc, ce que vous voyez, c'est que Hershey s'est avéré être vraiment un cas d'école où on retrouve une petite composante secondaire très facilement désaimentée, puis une belle composante primaire qui tend vers 0
qui tend vers 0 et qui nous a fait vraiment penser que cette météorite avait pu enregistrer un champ ancien. Maintenant, on a effectué beaucoup d'expériences contrôle pour se convaincre qu'il s'agissait bien des grains de fer qui portaient cette aimantation primaire. Et lorsqu'on en a été convaincu, on a conclu que cette météorite avait vraisemblablement enregistré le champ qui existait 2 millions d'années après les CAI. Donc on a effectué l'expérience de réaimantation dont je vous ai parlé, et grâce aux lois empiriques que j'ai évoquées, nous avons estimé qu'Erkshech avait enregistré un champ d'environ 60 microtesla, 2 millions d'années après les CAI, entre 1 et 3 millions d'années, 1 et 3 unités astronomiques. Un refroidissement et une acquisition d'aimantation si tôt pour un corps relativement petit, comme il a été montré par les modèles, ne pouvait être expliqué que par l'acquisition d'une aimantation dans le champ magnétique nébulaire et pas celle du corps parent qui aurait généré un champ magnétique, puisque cela se produit bien plus tard, comme on va en parler par la suite. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une deuxième famille de météorites volcaniques qui s'appelle les angrites, et pour lesquelles Wang et al. En 2017 ont étudié 3 météorites, dont vous avez les petits noms ici. Alors ces météorites, elles, ont cristallisé et refroidi autour de 3,8-4 millions d'années après les CAI. Et elles contiennent majoritairement des petits grains de magnétite, cette fois, qui sont également en dessous du micron et qui sont également de très bons enregistreurs magnétiques. Alors, lorsque Wang et al. Ont fait leur expérience de désaimantation, eh bien, ils ont trouvé ça. Donc, clairement, rien à voir avec Erkshech. Je vous garantis qu'on trouve souvent ça. On adore ce genre de graphe. Donc là, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Une petite aimantation secondaire qui se désaimante facilement, puis plus rien. La roche n'était pas aimantée. Alors, ils ont fait beaucoup d'expériences contrôle aussi, et ils ont fait une sorte de raisonnement par l'absurde. Grâce à leurs expériences contrôle, ils ont montré que les grains de magnétite qui étaient dans la météorite pouvaient, s'ils avaient refroidi dans un champ, enregistrer ce champ et le préserver de façon stable jusqu'à aujourd'hui. Ils en ont déduit que si ces grains ne possédaient pas d'aimantation aujourd'hui, c'est qu'ils avaient refroidi dans un champ nul. Et donc, ils en ont déduit qu'il y avait une absence de champ magnétique lorsque les angrites ont refroidi autour de 3,8 millions d'années après les CAI, et donc vraisemblablement qu'il y avait eu déjà un découplage entre le champ magnétique et le disque à cette époque. Enfin, j'aimerais terminer ce tour d'horizon par une étude toute récente, mais particulièrement intéressante. Elle n'est pas encore publiée, il y a juste un résumé de conférence qui a été publié, où les auteurs, Borlina et al., se sont attaqués à l'étude des CAI. Alors les CAI, comme ce sont les premiers solides à se condenser dans le disque, ils ont le potentiel de nous informer sur l'intensité du champ du disque, vraiment dans les tout premiers instants de ce disque, comme on ne pourrait pas le faire avec un autre composant des météorites. Alors, les CAI, le problème avec les CAI, et la raison pour laquelle ça a été une étude très très compliquée, c'est qu'ils représentent un défi expérimental assez impressionnant. Les CAI sont par nature pauvres en minéraux magnétiques, qui sont majoritairement du fer-métal. Non seulement ils sont pauvres en minéraux magnétiques, mais en plus ils sont tout petits. Donc quand on les met dans nos magnétomètres conventionnels, on ne voit rien du tout. Il faut se tourner vers des techniques beaucoup plus complexes d'imagerie magnétique haute résolution qui apportent évidemment aussi leur lot d'incertitudes. Et comme si ça ne suffisait pas, puisqu'il faut qu'on mesure plusieurs CAI pour avoir un peu de statistiques, il faut être capable de creuser la roche, extraire les CAI, tout en gardant les CAI orientés de la même façon qu'ils étaient dans la roche, puisque l'aimantation est un vecteur, donc leur orientation nous importe. Donc des grains d'un demi-millimètre à garder orientés de la même façon qu'ils étaient dans la roche, mais en les extrayant. Vous comprenez que c'est un défi expérimental assez important et impressionnant. Donc juste pour vous illustrer, j'ai emprunté cette figure au résumé de conférence qui a été publié. Vous voyez juste un autre type de données magnétiques que l'on peut obtenir. Cette imagerie
grâce à l'imagerie magnétique où on a une cartographie de l'aimantation d'un CAI qui est, dans ce cas-là, vous voyez, assez hétérogène, et où les auteurs montrent également les types de grains ferromagnétiques que l'on peut trouver dans ces CAI. Donc, ce qui est indiqué dans le résumé de cette conférence, c'est que pour des CAI que les auteurs ont trouvés dans des chondrites CO, donc très peu altérés, ces CAI étaient aimantés. Les auteurs, après beaucoup d'expériences, ont montré que cette aimantation était vraisemblablement ancienne et qu'elle reflétait un champ magnétique d'environ 150 microtesla lors de la formation des CAI et donc proche du Soleil. Donc, on va voir ce que la publication va nous apporter comme détail, mais en tout cas, c'est certain que ce genre d'étude fera date, puisque c'est tout simplement la première fois qu'on mesure des entités aussi petites et avec un signal aussi faible pour nous dire des choses sur le champ de disque. Voilà, alors après avoir fait ce petit tour d'horizon de ces 3 études pour vous montrer des données, je vous propose de prendre un peu de recul et de comparer nos données paléomagnétiques aux autres données observationnelles qu'on peut avoir et aux modèles pour voir ce qu'on peut en apprendre. Donc, ce que vous voyez ici sur ce graphe, c'est toutes les estimations d'intensité du champ magnétique qui était présent dans le disque en fonction du temps après les CAI pour toutes les régions de la nébuleuse. Donc on peut faire 2 grands types d'observations. Le premier, c'est donc que le champ magnétique a décru pour disparaître autour de 4 millions d'années après les CAI. Et si on compare avec ce qu'on trouve dans la littérature sur les durées de vie des disques extrasolaires, on voit que la durée de couplage entre le champ magnétique et le disque est compatible avec les durées de vie de disques protoplanétaires que l'on observe dans d'autres systèmes. Un autre point qui peut être intéressant, et que vous voyez si vous regardez un peu plus précisément ce graphe, c'est que nous avons ici une estimation de champ magnétique nulle dans la nébuleuse interne et une estimation de champ magnétique non nulle dans la nébuleuse externe. Alors, il est possible que ce soit dû à des incertitudes de datation de l'acquisition de l'aimantation, mais si cette différence est bien réelle, ça pourrait indiquer qu'il y a eu découplage entre le champ magnétique et le disque, d'abord dans la nébuleuse interne, puis progressivement, graduellement, dans la nébuleuse externe. Donc vous voyez ce qu'une information obtenue sur une roche est capable de nous dire sur des processus à l'échelle d'un disque entier. Pour ce qui est des intensités, eh bien, on trouve que dans les premiers millions d'années, le champ magnétique était relativement fort, plusieurs dizaines, voire centaines de microtesla. Alors, la comparaison avec les observations, elle ne va pas être super intéressante, puisque, comme je vous l'ai dit, on est capable de mettre que des limites hautes à des distances très éloignées de l'étoile. Donc, bon, nos données sont compatibles avec les observations, mais ce n'est pas une contrainte très forte. Pour ce qui est de la comparaison avec les modèles, eh bien, les modélisateurs ne sont pas très contents de nos fortes intensités. La plupart avec qui j'ai pu discuter ont des modèles qui ont des difficultés à obtenir des champs magnétiques aussi forts dans les disques protoplanétaires. Néanmoins, certains modèles suggèrent qu'il pourrait y avoir des effets magnétiques qui amplifient le champ localement. C'est le cas par exemple de l'effet Hall, notamment dans la partie interne et plus proche du Soleil. Ça pourrait être aussi l'effet d'une concentration des lignes de champ magnétique qui augmenterait de fait l'intensité du champ localement, mais les modèles suggèrent que cela n'a lieu que dans des zones plutôt reculées du disque par rapport à ce que les météorites, d'où viennent les météorites, notamment les météorites de la zone interne. Donc, clairement, il reste à obtenir de notre côté de nouvelles données et de s'assurer de la fiabilité des intensités que l'on estime, et afin de pouvoir vraiment faire le pont avec les modèles de disques qui incluent les champs magnétiques dans leurs paramètres. Voilà, on arrive à la dernière partie de cette présentation, où on va quitter la nébuleuse solaire et on va parler un peu de l'activité magnétique des planétésimaux. Néanmoins,
pour faire cette transition, je vais quand même revenir sur le graphe précédent et je vais m'intéresser à un point en particulier qui est celui-ci. Vous avez peut-être vu des points d'interrogation qui étaient sur les slides précédentes, qui est une estimation de champ obtenue à partir de la chondrite carbonée CV Allende. Alors, Allende, depuis qu'elle est tombée sur Terre dans la fin des années 60, a été l'objet de pas moins de 30 études paléomagnétiques. Les dernières en date, Karporsen et al. 2011 et Fou et al. 2021, celles sur lesquelles je vais me concentrer ici, font encore des conclusions contraires sur la nature de l'aimantation d'Allende. Alors je me suis dit que ça pouvait être un bon cas d'école à vous présenter pour un débat qui est encore en train de se faire dans la communauté. Ce sur quoi les études sont d'accord, c'est que Allende est aimantée, que cette aimantation est vraisemblablement ancienne et qu'elle se débloque à une température de 290 degrés Celsius. Grâce à ces données, et bien d'autres évidemment acquises par les auteurs, ce que Karporsen et al. 2011 ont suggéré, c'est que cette aimantation était due au refroidissement de la météorite sur son corps parent lors du métamorphisme thermique du corps parent, car on sait qu'Allende a chauffé un peu sur son corps parent. Les auteurs ont plusieurs arguments qui datent le refroidissement de cette météorite autour de 10 millions d'années après la formation des CAI. Et comme on l'a vu, c'est bien trop tard pour que ça puisse être expliqué par les champs de disques, et donc ils en ont conclu qu'il s'agissait d'un enregistrement du champ magnétique généré par le corps parent de cette météorite. A l'inverse, ce que Fou et al. Ont proposé, c'est que cette aimantation n'était pas due au refroidissement d'Allende sur son corps parent, mais elle avait été acquise lors de l'altération aqueuse d'Allende, et que cette température de déblocage correspondait simplement à la température maximale de déblocage des minéraux formés lors de l'altération aqueuse. Comme cette altération aqueuse a eu lieu autour de 3,8 millions d'années, ça a été daté grâce à la datation isotopique, ils en ont déduit que l'aimantation d'Allende reflétait un champ magnétique nébulaire, c'est pour ça que je l'ai indiqué sur ce graphe. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après 70 ans de paléomagnétisme sur Allende et 30 études, je pense que ce n'est pas en réanalysant encore Allende qu'on va comprendre la nature de l'aimantation dans les chondrites CV. Et il serait peut-être intéressant de se focaliser sur toutes les autres chondrites de la même famille qu'Allende qui existent, et c'est une très grande famille. C'est la tâche à laquelle s'est attelé mon collègue Jérôme Gatacheka du CEREJ, qui a étudié 30 autres chondrites CV en utilisant nos techniques paléomagnétiques. Donc ce que je vais vous montrer, c'est des données pas publiées, ça sort du four, et vraiment ça vous montre où est-ce qu'on en est dans ce débat. Donc parmi les 30 météorites que Jérôme a étudiées, il y en a 11 qui se sont très bien comportés, qui se sont très bien comportés lors des expériences de désaimantation et qui ont montré des belles composantes primaires, comme je vous montre ici un exemple. Et alors, grâce à toutes ces données de désaimantation, et notamment aux températures de déblocage qu'il a découvertes pour toutes ces roches, il a fait une hypothèse intéressante que je vais essayer de vous expliquer ici. On sait que les chondrites CV ont subi plus ou moins de métamorphisme thermique sur leur corps parent, c'est-à-dire qu'elles ont plus ou moins chauffé sur leur corps parent. C'est reflété par ce qu'on appelle leur type pétrographique, qui va de 3.0, pas chauffé du tout ou quasiment pas, à 3.8, significativement chauffé, même si on n'est pas capable de mettre vraiment une température sur ces différents types pétrographiques. C'est ce que vous avez donc sur l'axe des X de ce graphe. Ici, vous avez la température maximale de déblocage des différentes météorites qui ont été étudiées. Donc la température à laquelle plus d'aimantation du tout. En fonction de la nature de l'aimantation, s'il s'agit d'une aimantation par refroidissement ou par altération aqueuse, on va pouvoir faire des prédictions différentes sur comment est-ce que les données vont se tracer sur ce graphe. Avant ça, juste pour référence, je vous mets ici les températures de déblocage maximales des différents minéraux que l'on peut trouver dans ces météorites. S'il s'agit d'une aimantation par altération aqueuse, alors on s'attend à ce qu'il n'y ait aucune corrélation entre le degré de métamorphisme et
la température maximale de déblocage, puisqu'il n'y a aucun lien entre un quelconque refroidissement et l'acquisition de l'aimantation. On s'attend plutôt à ce que les points tracent autour des lignes de désaimantation, autour des températures maximales de déblocage que vous avez ici. Si au contraire, l'aimantation est une aimantation par refroidissement, on s'attend à ce que les données aient une corrélation positive entre le degré de métamorphisme et la température maximale de déblocage. Et ça, c'est simple, c'est que plus une roche a chauffé, plus elle a pu bloquer à une température élevée. Si maintenant je vous trace les données, eh bien, on voit qu'elles sont plutôt tendance à favoriser la deuxième hypothèse, puisqu'on observe une corrélation positive entre degré de métamorphisme et température de déblocage, ce qui semble soutenir l'hypothèse de Karporzen et al. 2011 que l'aimantation des chondrites CV et d'Allende également sont dues au métamorphisme thermique. Alors, les arguments on a repris les arguments de Karporzen et al. Qui montraient que le refroidissement de ces météorites avait lieu à peu près 10 millions d'années après la formation des CAI. Ça veut dire que ces données-là, plus les données d'Allende, supportent la conclusion qu'il y a eu un champ magnétique enregistré dans les CV autour de cette date-là. Comme ça ne peut pas être le champ magnétique de la nébuleuse, puisqu'il a disparu depuis 5 millions d'années à peu près, il s'agit vraisemblablement de l'enregistrement du champ magnétique généré par le corps parent des CV. Mais ça veut dire que le corps parent des CV avait un noyau métallique liquide, puisqu'il a dû générer un champ magnétique. Pourtant, les chondrites CV sont des chondrites, c'est-à-dire ne sont pas des achondrites, elles n'ont pas fondu. Donc on ne s'attendrait pas à ce que leur corps parent ait un noyau et un intérieur différenciés. Ce qui a été proposé par Karporzen et al. Et que nos données semblent appuyer, c'est que le corps parent des CV aurait pu être partiellement différencié. Il aurait pu avoir un intérieur différencié qui aurait formé un noyau métallique liquide capable de convecter et de générer un champ, tout en préservant des matériaux chondritiques qui seraient les chondrites CV. Alors, cette idée de corps partiellement différencié pose quand même quelques questions, puisque pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas observé d'astéroïdes partiellement différenciés dans la ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes étant aussi les témoins des planétésimaux qui ont existé au début du système solaire. Alors, on n'a pas trouvé non plus de famille dynamique d'astéroïdes qui auraient des corps chondritiques et des corps achondritiques qui auraient pu être des pièces d'un même objet partiellement différenciées. Il n'y a qu'un astéroïde pour lequel il a été proposé qu'il pourrait être partiellement différencié, c'est l'astéroïde Lutetia par Weiss et al. 2012, puisque Lutetia a un spectre d'astéroïdes chondritiques, mais une densité beaucoup plus forte que ce que l'on attend pour un objet chondritique avec ce spectre. Et donc, ça pourrait être un candidat pour une différenciation partielle. Alors après, on n'en a pas trouvé, mais on ne les a pas vraiment cherchés. Donc il sera vraiment intéressant de faire des campagnes potentiellement dédiées à la recherche de ces astéroïdes potentiellement partiellement différenciés. S'ils ont existé, eh ben, ces corps partiellement différenciés nous donnent des contraintes intéressantes sur leur processus de formation. Est-ce qu'il s'agit d'un planétésimal qui a accrété relativement tard et qui n'a peut-être pas eu assez d'aluminium 26 pour se différencier entièrement et donc à préserver une couche chondritique qui n'a pas fondu? Ça a été montré par certains modèles d'évolution thermique, notamment récemment par Neumann et al., je crois en 2021. Ou alors, est-ce que c'est un astéroïde, un planétésimal qui a accrété tôt, qui s'est différencié, mais qui a continué à accréter de la matière chondritique qui, au bout d'un moment, n'aurait pas fondu et serait resté sous forme chondritique. Donc là encore, il faudrait se tourner vers les modèles pour voir quelle hypothèse serait la plus probable, mais vous voyez encore une fois comment des informations obtenues à partir d'une roche nous informent sur des processus globaux de taille de planétésimale. Enfin, une petite note, c'est que l'existence potentielle de ces corps partiellement différenciés met un petit peu à mal notre façon de classifier les météorites, puisque, vous l'avez vu dans les cours précédents,
Notre classification de météorites part du postulat que les chondrites et les achondrites ne viennent pas des mêmes corps parents. Alors là, avec les données paléomagnétiques, mais aussi d'autres données pétrographiques sur plusieurs météorites, on peut venir douter potentiellement de vraiment la dichotomie chondrite-achondrite pour leur origine et leur corps parent. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Je vous propose juste un petit résumé. Les météorites, donc certaines météorites, ont la capacité de préserver une mémoire des champs magnétiques dans lesquels elles ont baigné et qui étaient présents au début du système solaire. Et elles nous fournissent des données empiriques rares et essentielles pour mieux comprendre la formation des planétésimaux. J'espère que je vous aurai convaincu par cette présentation que si vous vous retrouvez avec un trésor de météorites dans les mains, il ne faut pas lui coller un aimant dessus, puisque vous effaceriez 4,5 milliards d'années d'histoire magnétique. C'est dit. Pour ce qui est de la nébuleuse solaire, on a montré que les météorites nous indiquent un champ magnétique relativement fort dans les premiers millions d'années, puis un découplage potentiellement graduel du champ magnétique et du disque autour de 4 millions d'années après les CAI. Enfin, les météorites nous montrent que certains planétésimaux ont pu générer des champs magnétiques, comme ce que fait la Terre aujourd'hui, et l'étude de certaines chondrites nous suggère qu'il y avait potentiellement un mécanisme de différenciation partielle parmi les premiers planétésimaux du système solaire. Et avec ça, je vous remercie de votre attention. Merci Clara pour ce séminaire vraiment très clair et exceptionnel. Moi, je trouve les paléomagnétismes complètement bluffants, donc je tenais vraiment que vous écoutiez ça. Et donc, vous voyez, bon, deux considérations. Grâce aux météorites, on connaît vraiment bien l'âge du disque, hein, né à 4, 5, 6, 8 milliards d'années, mort à 4, 5, 6, 4. C'est assez impressionnant qu'on puisse savoir ça avec autant de précision. C'est intéressant aussi que maintenant on peut dire qu'on forme des chondrites jusqu'au bout, parce que je vous ai montré les corps parents des cerfs, etc., ça forme 3, 7, 4 millions d'années. C'est là que les disques disparaissent. Donc on continue à former des objets jusqu'au bout. Et aussi, il y a cette indication que peut-être les disques dans la partie interne a disparu avant, et comme par hasard, hein, les planétésimaux, les chondrites non carbonés, on les a créés à 2 millions d'années, il n'y en a pas plus tardif que ça. Donc c'est un accord parfait en fait, et donc on commence vraiment à voir l'évolution du disque simplement en lisant ces roches, c'est hyper fascinant. Donc merci Clara, merci à vous. Évidemment, on est disponible pour les questions, vous n'avez qu'à descendre ici à l'estrade. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, mercredi, et on parlera encore d'une autre contrainte que les météorites nous donnent concernant la dichotomie isotopique. C'est la véritable révolution de la cosmochimie des dernières 10 ans. Et là aussi, ça nous donne des informations extraordinaires sur comment les disques s'est formé. Merci.